Parlons addiction. Je vous présente Alain Morel, psychiatre, addictologue. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors il va falloir vous rapprocher dans le micro, monsieur. Voilà, Je me rapproche. Bonjour, très bien. Ça va, vous êtes en forme? Ben oui. La vie est belle? Un petit peu tendu quand même. Pourquoi vous êtes tendu? Parce que c'est un défi pour moi. Bon, arriver à faire de la pédagogie sur les drogues dans une émission comme ça. Bah, fumer quelque chose, ça va vous détendre. ça commence. À côté, Mehdi Jaziri, journaliste, conférencier, a passé 24 heures en immersion dans la colline du crack. Ça va falloir m'expliquer. Ouais. Bah oui, on va expliquer, il n'y a pas de souci. Comment ça va? Bah, très bien. Très belle moustache. Mais non, mais c'est faut m'expliquer. Mais ça veut dire que vraiment vous avez passé 24 heures. C'est quoi la colline du crack? C'est un endroit pour les gens qui connaissent pas. C'est Alors quoi? c'était parce que ça a été dissous. Alors en fait la colline du crack. J'ai enlevé le casque, c'est mieux. Oui, Alors la colline du crack, c'était un camp en fait avec différentes populations. Il n'y a pas que des toxicomanes ou des usagers, je préfère ce mot. Il y avait aussi des migrants à côté, il y avait différentes tentes et il y avait un camp de dealers aussi qui venaient directement vendre. Donc il y avait aussi de la prostitution là-bas, il y avait plein de choses en fait. C'était une espèce de petite ville en fait dans Paris. Voilà. Et 24 heures à l'intérieur, oui. Pourquoi? C'était pour faire un essai? Non, parce qu'en fait je voyais beaucoup d'interviews de journalistes ou de gens qui vivaient à côté et qui expliquaient de loin ce que c'était que la colline du crack. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui y vont et qui filment de loin, c'est ce qu'on disait avec Alain Morel tout à l'heure, qui filmaient ça comme si c'était un documentaire animalier en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas y aller, c'est un peu osé mais on y va. Et on va se faire passer donc pour un toxicomane pendant 24 heures. Wow. Et essayer de vivre avec eux et de voir en fait comment ils vivent directement sur le terrain. Donc, mais t'as appris des trucs ou? Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est l'immersion. Mais tu as pris des trucs. Appris. Non, tu as appris plus loin, pris. Oui, c'est pour ça qu'il connaît Alain Morel. Voilà. Non, j'ai rien pris. J'ai fait mine de prendre. Oui, j'avais une pipe avec moi, mais non. Et t'étais en caméra cachée, donc j'imagine, forcément. Caméra cachée. Vraiment une immersion. Non, mais le truc avec la perchman, tu sais, on y va les gars, on tourne. Action, on la refait. On en parlera dans un instant. Alain Morel, je voulais que vous soyez là parce que ça fait 15 jours que beaucoup de gens entendent parler d'un seul coup, avec l'affaire que vous connaissez, de tas de drogues. Alors moi, il y a des drogues, je n'avais jamais entendu parler de ma vie, le MM3C, je sais pas quoi, là, vous pourrez m'en dire plus là-dessus. Cocaïne, bon, malheureusement, tristement célèbre. Et puis, on est en train de mélanger un petit peu tout, en disant que finalement, on va retirer des permis à vie. J'ai vu passer des messages de gens qui me disent « Oui, mais c'est scandaleux, on fait ça sur le pétard, alors que sur l'alcool, on pénalise moins ». Oui. Il y a des messages que j'ai lus d'auditeurs qui me disent, certainement qui sont fumeurs occasionnels, qui me disent oui mais si on fume un dimanche et si on reprend la voiture le mercredi, comment ça va se passer, etc. Donc voilà, et puis surtout il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent est-ce que la drogue finalement c'est pas un peu festif, on en sort facilement, on en prend quand on en veut, on arrête comme on en veut. Donc je voulais qu'on se pose un peu toutes ces questions et qu'on en discute ensemble. Ça fait beaucoup de questions hein. Ah oui, déjà il y en a pas mal. Allez, va bouger avec pas. Avec plaisir. On a le temps. Bouge pas. Allez, à tout de suite. Et j'ai plein de messages qui arrivent sur Twitch. On a Alain Morel, psychiatre addictologue, ça va Alain? Ah, faut allumer le micro d'Alain. Très bien. Ah, super. Et à côté, Mehdi Jaziri, journaliste, conférencier, passé 24 heures en immersion, hein, c'est ça qu'on dit, dans ce qu'on appelait la colline du crack, c'est-à-dire des endroits où il y avait plein de toxicos, etc. Il nous racontera dans un instant, mais alors il y a 15 jours, donc on apprend que Pierre Palmade est sous addiction de cocaïne, alors ça c'était le début. Oui. Et on là, l'apprend. C'est la première couche ça. Alors, on l'apprend. Oui. Quand on est dans le métier, oui. Bon. on le savait. On avait bien compris qu'il y avait quand même quelques substances qui machin. Mais à la limite, moi, je fais partie des gens où j'estime que chaque adulte fait ce qu'il veut tant qu'il a plus de 18 ans. S'il décide chez lui, la porte fermée... Voilà. Et qui ne met pas la vie des autres en danger. Je suis pas donneur de leçons, il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent, qui ont besoin une fois de temps en temps, en fin de semaine, d'un petit pétard. Ils restent chez eux, ils sont allongés chez eux, ils prennent pas la route. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Oui. Et là, la semaine dernière, depuis 15 jours, le monde de la presse et des journalistes découvre la cocaïne. Alors personne ne savait que ça existait. Non. Et on avait droit à des débats incroyables à base. Mais qu'est-ce que la cocaïne, docteur? C'est nouveau, non? Voilà. Donc là, le bal des hypocrites s'est lancé et personne ne savait plus ce que c'était que cette substance qui est quand même dans ce milieu, il y en a pas en plus. Non. Jamais. Autant chez les sidérurgistes de l'Est de la France, il y en a énormément. Ça cartonne, ouais. Mais dans notre métier, moins. Il y en a pas. Quand on est addictologue, j'ai eu plein de gens qui nous ont laissé des messages. Il y a un jeune homme qui nous dit j'ai 25 ans. À 25 ans, j'ai commencé la cocaïne. J'ai 40 ans aujourd'hui. J'essaie d'arrêter, je replonge à chaque fois. C'est si dur que ça alors d'arrêter? Pas d'en prendre, hein, ça j'ai compris que c'était facile. Hein. Ben oui, c'est pas facile d'arrêter parce que c'est un produit qui est particulièrement addictif au sens qu'on a envie d'en reprendre
après avoir arrêté d'en prendre, juste après. Donc on a envie de relancer la machine un peu sans arrêt. Mais il faut surtout pas survaloriser la question de l'addiction, et y compris par rapport au crack ou par rapport à la cocaïne. C'est pas la seule raison pour laquelle on est accro. C'est pas la seule raison pour laquelle on est accro. L'exemple, je pense que Mehdi ne me contredira pas, parce que l'exemple qu'on a connu, puisque je travaillais et je travaille toujours aussi, pas sur la colline du crack, mais sur les toxicomanes de rue, notamment à Paris. Le crack est vraiment très addictif parce que c'est une population particulièrement précaire. Oui. Et on peut penser, et on sait, enfin en tant qu'addictologue, que quand il y a cocaïne plus des difficultés dans sa vie, une forme de faille, une forme de dépression de fond, des grands problèmes psychologiques, eh bien ça fait effectivement un lien très fort et qu'il est difficile d'arrêter dans ces conditions-là. Comme pour l'alcool finalement. Pardon, mais vu de l'extérieur, vu de l'extérieur, moi j'ai du mal à comprendre. Alors je vais vous dire cette phrase qu'on entend à la télévision depuis 15 jours, puisque dès que quelqu'un parle de drogue, systématiquement il dit derrière « je n'en ai jamais pris ». Je ne sais pas de quoi on parle. On a l'impression que ça ne se vend pas du tout, personne n'en prend. Pour le coup, réellement, moi je peux vous le dire, j'en ai jamais pris. Donc, parce que vous me connaissez, j'en ai réellement jamais pris. Donc, vous êtes sûr ? Ah ouais, je peux vous dire qu'avant qu'il y ait un truc qui rentre dans mon nez, il va se passer Déjà du pour temps. boire de l'alcool, il est un peu... Déjà du Vicks Vaporub, je galère pour me mettre un truc là contre le rhume, alors... Non mais l'alcool. Je bois pas. Il boit pas. Il boit pas. Non, mais laissez- J'y arriverai, Je suis à je mourir, suis sûr hein. qu'un jour Il est j'y arriverai. chiant. Et pétard, Il a aucun risque comme les autres. j'arrive pas à avaler la fumée. mais Donc, beaucoup de gens et beaucoup de journalistes présentent le sujet sur il y a l'alcool et les drogues, ou la drogue, c'est encore mieux, l'alcool et la drogue. L'addiction Ça est la n'a même. aucun sens, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de dire des bêtises pareilles, parce que ça ne fait que créer de la confusion. En réalité, l'alcool est une drogue, et c'est certainement la plus difficile à gérer, pour différentes raisons que je vous expliquerai si vous voulez, sur un plan scientifique, mais c'est la plus difficile. Or, pourtant, on est tous convaincus en France, ou en tout cas une grande partie, qu'on sait gérer, que c'est dans la culture, qu'il n'y a pas de problème, etc. Alors que ce qui vient de se passer à propos pour Pierre Palman, mais pour beaucoup d'autres, c'est ce qui se passe tous les jours depuis des années et des années, on est d'accord. malheureusement avec l'alcool. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un fait divers, alors tout d'un coup, c'est... Ouais, coup de projecteur. Alors Oui. que, ouais. Et c'est vrai. Le ministre de l'Intérieur aussi a pris le projet sous la main de dire voilà, maintenant il faut vraiment qu'on punisse aussi les Il en gens, profite, il en profite. Oui, mais en soi, quand on regarde la loi, enfin, il a rien inventé. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il propose, C'est interdit. c'est d'une certaine manière déjà fait, Déjà. à quelques jurisprudences près. D'accord. Voilà. Donc ce coup de projecteur-là existe, et même je suis complètement d'accord. Il y a des journalistes à l'antenne, ils étaient en mode waouh, on découvre le. Il y a même eu des sujets. Qu'est-ce que la cocaïne? Oui, on a vu ça. Personne ne sait ce que c'est que la cocaïne. Non. On apprend aux gens ce que Oui, c'est oui, que la oui. cocaïne. Ça vient de débarquer. Et personne n'en a jamais pris, surtout. Hein, c'est Ouais. vraiment. Mais je vais reposer ma question différemment. Oui. Mais j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que quand on dit que quelqu'un a pris de la cocaïne, regardez le message du jeune homme qui nous a écrit, il a dit « je replonge à chaque fois Oui. ». On a l'impression que vu de l'extérieur, allez, on fait un trait une fois de temps en temps avec des copains, on peut se dire facilement « allez, c'est bon, j'arrête, je maîtrise ». Et visiblement, non, les gens replongent à chaque fois. Oui. C'est quoi? C'est parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent fort, parce qu'on se sent... Ou mal, au contraire, on se sent mal dans la vie, donc... C'est tout ça. C'est parce que en fait, se convergent des motivations profondes pour lesquelles on consomme tous des produits. Je m'excuse de répéter ça, mais c'est... Non, pas Coé, il a dit. Non, mais je vais pas vous mentir en disant que... non, mais Tu mets un cigare de temps en temps. Voilà, il faut bien D'une trouver ma- une faille. Ah ben mais- voilà. Ça y est, on a trouvé. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est que quand il y a une sorte de convergence, de coagulation des différentes motivations profondes pour lesquelles on utilise les drogues qui sont sur la même personne. Par exemple, de se soulager d'avoir un soulagement avec un produit psychoactif, c'est quelque chose d'assez banal. On prend un whisky le soir pour se détendre, comme on prend un morphinique pour ne plus avoir mal. C'est des bénéfices qu'on peut tirer des drogues. Mais quand il s'agit non seulement de ça, mais de s'auto-traiter par rapport à des problèmes, comme je le disais tout à l'heure, psychologiques, familiaux, affectifs, sociaux, etc., là, c'est difficile de surmonter, puisque en fait, ça sert à apaiser
ces difficultés-là, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, etc. On s'auto-traite, et cet auto-traitement, sans le savoir, c'est difficile de l'arrêter soi-même. Donc là, il vaut mieux avoir de l'aide. Mais du coup, il y a quelque chose dans le cerveau ou quoi qui en demande, qui redemande à avoir ce produit en fait ou... Oui, alors c'est plus particulièrement avec certains produits. La cocaïne est connue pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'envie qui suit immédiatement l'arrêt. Ceux qui en prennent peuvent en témoigner facilement. Alors Koé, un témoignage peut-être. Mais non, il n'en prend pas, justement. Mais non, parce que comme toi, je viens de rejoindre le long groupe des gens que je critiquais tout à l'heure qui commencent leur phrase par « je n'en prends pas ». C'est ça qui est horrible, c'est que je viens de me rendre compte que... un truc plus Banal. cool. Le coca, non mais par exemple, t'as ceux qui boivent du coca tout le temps, qui en peuvent plus, moi, c'est ils une se vraie sentent drogue, obligés d'en boire du Et le coca. sucre est une drogue. C'est une drogue. Le chocolat, la le sucre, il y a des gens qui ont besoin de sucre. Ah, tu vois. C'est la différence entre des substances psychoactives qui sont addictives. Elles ne sont pas toutes de la même façon D'accord. addictives. Par exemple, Mais sauf j'entendais que parler tout à rouler l'heure. diabétique et avoir un accident diabétique, c'est moins grave que être sous cocaïne, c'est ça que je veux dire. Si des gens qui mangent beaucoup de sucre. Ouais. Mais j'entendais tout à l'heure, vous parliez, je crois, de cannabis et comme quoi, certains disent que ce n'est pas addictif, qu'on n'est pas dépendant, etc. C'est vrai relativement à d'autres. C'est pas vrai en soi, dans l'absolu, parce qu'il y a des personnes qui sont effectivement dépendantes du cannabis. Mais c'est un produit qui ne déclenche pas autant d'addictivité au produit directement dans le cerveau que d'autres, comme la cocaïne ou l'héroïne d'une autre Restez façon. avec nous. Donc c'est compliqué. On en parle dans un instant, bougez pas tout de suite. J'ai entendu beaucoup parler de drogue ces derniers jours. Il s'appelle Mehdi Jaziri, il est allé journaliste conférencier, il a passé 24 heures. Beaucoup de gens voyaient la colline du crack, donc un endroit où on vendait visiblement beaucoup plus de drogue. Il y est allé. C'est pas un parc d'attractions. Oh non. Bienvenue dans la colline du crack. Qu'est-ce que parce que c'est qu'on dit que c'est un endroit dangereux. Oui, ah oui, pour le coup, oui. On est d'accord. Là, faut pas, je vais pas rendre ça plus beau que ce l'est déjà. Mais en fait, non, oui, bien évidemment, c'est dangereux, surtout pour les femmes. En fait, c'est-à-dire qu'en soi, quand on est un homme, bien évidemment, il y a des viols régulièrement, je crois. Il y en a. Je vais pas vous dire que j'en ai vu de mes propres yeux, même si oui, mais il y en a en plein air même. Oui, il y a des oui. Ah, c'est chaud. Voilà. Et puis ça arrive régulièrement. En fait, c'est même rentré dans leur vocabulaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que chez les femmes, on se rend compte que, pour en avoir discuté avec quelques-unes, elles viennent te voir. Bon, d'abord, elles te proposent si tu veux coucher avec elles contre 10 €. Parce que c'est aussi le prix d'une galette. Donc en fait, elle couche seulement pour une galette. Et ensuite, quand tu discutes un peu plus avec elle te raconte, mais normal, comme s'il n'y avait pas de souci, je viens de me faire violer. Mais vraiment sans aucun état d'âme. C'est devenu normal. Donc je pense que c'est le plus gros fléau. Et personne ne régule. Parce que je suppose que là où tu es allé, il n'y a pas de policiers, il y a pas, à part un gros démantèlement qui arrive une fois de temps en temps. Les policiers, moi je les ai vus seulement. Non, ils sont rentrés, mais seulement pour nettoyer, parce qu'il y a un nettoyage vers 14-15 heures, il y a un nettoyage à l'intérieur. Donc là, les policiers viennent, mais pour accompagner ceux qui vont nettoyer en fait. Mais sinon, non, ils sont autour. Puis ça arrive quelquefois qu'ils en interpellent un s'il y a une bagarre ou s'il y a un peu de violence. Il faut forcément qu'ils protègent les riverains. Mais non. Et puis l'autre chose aussi très choquante que j'ai pu voir, dont on ne parlait pas forcément, c'était aussi les mineurs. Les mineurs isolés aussi, il y en a. Donc ça veut dire des gamins des gamines qui se prostituaient. Voilà, je sais pas si c'est... Peut-être faut-il rajouter quand même, Mehdi, que c'est dans une situation de misère. Oui, tout à fait. Parce que de misère, donc c'est de l'économie de la misère, la prostitution, le petit trafic, etc. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, mais c'est une concentration qui a été organisée pendant un an, l'année dernière par le ministre de l'Intérieur, sur la Villette. C'est en amenant les gens en bus, avec les dealers. Et évidemment, ça crée une situation incontrôlable. Et pour dire juste à quoi elle ressemble maintenant, parce qu'on dit qu'elle a été dissoute. Alors oui, elle a été dissoute. Oui, mais ils prennent ailleurs. C'est pas qu'ils prennent ailleurs, c'est qu'ils sont étalés dans tout le 18e et tout le 19e. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les modus aussi, les modus, c'est les dealers. Ah oui, les modus aussi, c'est un dealer particulier. Les modus, c'est des dealers qui viennent à la base du Sénégal, d'une tribu au Sénégal. Il y en a d'autres forcément qui viennent pour vendre. Il y a pas un savoir-faire, quoi. C'est un savoir-faire. Non mais disons. Voilà. Non mais c'est hallucinant. Mais on en reparlera parce que la misère, on parlera un peu de ces drogues qui touchent les plus jeunes parce qu'il y a plein de parents qui nous écoutent. Il va peut-être falloir voir comment on peut identifier et surtout que peuvent faire les parents s'ils se rendent compte que leurs gamins qui nous écoutent, ils ont un doute. On fera qu'on en parlera. On parlera avec Mehdi dans quelques minutes de cette tendance maintenant qui est assez hallucinante, qui est que les gamins
sont les nouveaux dealers, parce que c'est les gamins qui vendent aux copains. C'est ça. On en parlera d'ici quelques minutes, mais moi je l'ai dit il y a 2 secondes, je sais qu'il y a plein de parents qui nous écoutent, on a vu passer plein de messages. Il y a plein de parents qui se disent ok, on a vu le délire Pierre Palmade, on a vu tout ça, il y a les gens du showbiz qui se droguent, etc. Mais il y en a peut-être qui se disent finalement comment faire en sorte que mon enfant qui a 17, 18, 19 ans, et comment je vais savoir ou pas s'il fume du shit, s'il en fume un peu ou s'il en fume beaucoup trop, Oui. s'il prend de la cocaïne, parce que je rappelle que la cocaïne avant, il y a 10-15 ans, c'était les gens de notre métier, quoi. C'était un peu à Paris, tu voyais ça dans les soirées, c'était les gens de télévision, les gens de cinéma, les gens de... Voilà, c'était presque dans le métier, ça faisait partie du package. Et puis maintenant, ça attaque les lycées, ça attaque un petit peu... et donc, beaucoup d'enfants... Oui, Jeff. Non, je disais, le savoir, c'est une chose que souvent, c'est relativement facile de le savoir. T'as beaucoup d'éléments qui disent que ton fils ou ta fille prend de la drogue. Après, c'est comment... Je suis pas sûr, moi. Ça dépend. des éléments de savoir. Si fume de la weed, ça va vite ça sentir. pue, tu le sens. Tu le sens. T'as peut-être des drogues plus difficiles à détecter. Mais comment réagir et comment faire? Parce que c'est là où on se rend compte que t'as beau être parent, t'as beau l'aimer, tu te retrouves au même niveau que tout le monde. T'es impuissant, tu es impuissant, quoi. Tu sais pas comment faire. Elle est grande, cette question. Hein. Oui. Il y a deux réponses. La première, c'est ce qu'on appelle l'intervention précoce. Plus on intervient tôt, et quand je préciserai ce que je veux dire par intervenir, c'est pas forcément, c'est même pas appeler la police ou je sais pas quoi, c'est intervenir au sens de la relation de parents à enfants. Plus on intervient tôt, plus on a des résultats positifs. Et la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que quand on fait abstraction de ces quelques faits divers montés en épingle, c'est pas la première fois, c'est que la plupart des gens, même dépendants, même parfois très dépendants, s'arrêtent par eux-mêmes. L'auto-changement est la meilleure façon d'arrêter, enfin la façon la Il y a plein de gens qui arrivent à dire stop. Plein de gens qui arrivent. Je vous donne un exemple. Le tabac, que certains connaissent ici, est la drogue la plus addictive qui soit sur le marché aujourd'hui. C'est vrai. C'est la plus toxique aussi d'ailleurs au passage. Eh bien, la plupart des gens qui arrêtent le tabac, au bout d'un certain temps, on pourrait le faire mieux parce qu'il faudrait que ce soit un peu plus tôt, etc., ils le font par eux-mêmes. Pas par je ne sais quelle thérapie, etc. Certains ont besoin, le font comme ça. Mais la majorité des gens s'arrêtent par eux-mêmes. Un jour, ils décident, c'est bon, ça va, et puis je change de vie, j'ai envie de faire autrement, de faire du sport ou de vivre, d'arrêter ça. Et c'est possible. Donc, la drogue la plus addictive, la plupart des gens l'arrêtent par eux-mêmes. Donc, c'est bien la démonstration. Ouais, mais il faut le vouloir, quoi. Oui, il faut le vouloir et à un moment donné, il faut pouvoir saisir le moment où il fait, etc. Ouais. Il faut avoir un entourage qui aide, etc. Mais donc, je reviens sur l'intervention précoce. C'est ce qu'on essaie de développer dans des programmes dans les lycées, en particulier les collèges, c'est que ça soit naturel de parler quand on est dans des difficultés comme ça, ou quand on a des usages comme ça. En tout cas, dans des lieux qui soient spécifiques, où ce soit entendu. Parce que le pire, c'est effectivement le jeu de dupe avec les parents, avec les adultes. Je consomme et je le dis. Ouais, mais comment un gamin de 15 ans, je vais exagérer un peu, qui vient d'arriver au lycée, ses copains lui ont donné de la cocaïne parce que c'est sympa une fois de temps en temps, puis il en prend un peu, puis en plus il fume un peu de pétard. Puis quand il sort avec les copains, il picole. Comme ça, il a fait le tour. Un gamin de 15 ans, il a passé une frontière, il peut pas en parler à ses parents. S'il peut pas en parler avec ses parents, ce qui peut être compréhensible, il peut en parler à ses copains. Oui, il peut en parler avec... mais si c'est les copains... Parce que moi, ce que j'ai souvent vu autour de moi, c'est que les gens qui se droguent s'entourent de copains qui se droguent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous droguez pas, vous avez vos copains, si vous avez des potes qui se droguent, ils vont plus sortir avec vous parce que vous n'êtes pas marrant. Et ils vont s'entourer de gens qui se droguent comme eux. Ouais, c'est les fréquentations, quoi. Et à tel point que quand quelqu'un veut arrêter, il y a les copains autour qui disent « Bah non !» C'est pour ça que je pense que les gens ont aussi du mal à s'en sortir. C'est vrai. Donc si un gamin est entouré de gamins qui disent arrête, c'est super, vas-y, on le fait ensemble. Mais justement, ce qui certainement le plus préventif, c'est de l'apprentissage de la solidarité entre jeunes. C'est entre jeunes par rapport à ces questions-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les copains voient que l'autre en prend? Ça veut dire que si le copain voit que l'autre en prend et que ça commence à déraper, ils sont en capacité d'intervenir, d'agir, d'amener le gamin en question, voir un adulte qui est compétent pour ça, qui va pouvoir en parler, etc. Sans qu'il y ait l'épée de Damoclès d'une répression. Parce que tout le problème, c'est qu'il y a un tel poids moral sur ces produits, sur ces consommations-là, que effectivement, c'est difficile d'en parler. Même pour l'alcool, on a toujours dit... Ouais, alors c'est difficile d'en parler, oui et non. Moi, je suis moins d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est libéré.
et qui a un côté cool dans cette histoire-là. Honnêtement, quand on déconnait là-dessus tout à l'heure, je dis moi je fume pas de pétard, et je suis pas fan des gens qui fument beaucoup de pétards. Il y a tout de suite le côté « Oh, attends, t'es pas cool, c'est rien ». Il y a une notion de cool attitude en prenant un peu de la drogue, c'est rien, t'en sors quand tu veux. Et je pense que les copains qui voient les autres s'enfoncer, intervenir, ils passent pour le chieur de la classe, ils passent pour l'emmerdeur, pour le mec moins cool que les autres. Je pense que c'est pas facile en fait. Moi je pense que c'est en train de changer. En tout cas, c'est notre rôle à nous d'adultes de faire changer ça. C'est bien. On va revenir dans un instant avec Mehdi. On n'a pas parlé d'un truc qui paraît glauque, on n'a pas parlé argent. Ça coûte combien, Mehdi ? Je sais que t'en vends régulièrement. Je me dis. Je suis le seul arabe du studio comme par hasard. On a un Tunisien. Je suis là aussi. Non mais honnêtement, c'est un truc de fou, mais je pense que les gens ne savent pas. Enfin, les gens qui consomment pas. Ils entendent parler de ça depuis longtemps. Combien ça coûte ? Combien ça coûte un pétard ? Combien ça coûte un truc de cocaïne ? Honnêtement, je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on achète. Les drogues ne se valent pas. Le crack, ce sera toujours beaucoup moins cher que la cocaïne. Ça, c'est le truc. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Regardez, j'ai rencontré moi une toxicomane à la colline du crack qui m'expliquait qu'elle était d'Avignon, qu'elle était sous coke tout le temps, et qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'était trop cher. Et elle est montée à Paris, vivre dans la colline du crack, seulement pour s'acheter du crack. Et elle vit dedans, et elle dort dedans. Voilà. Quitte à être confrontée au viol. Quitte à se prostituer pour avoir ça. Bien sûr. Elle a accepté le... Parce qu'on n'est plus dans la même réalité, on n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire que il y a quelques temps, avant qu'on commence à consommer, bien évidemment, on était se faire violer, c'était un drame, ça brisait des vies. Maintenant, c'est presque rentré dans les habitudes. Pour ceux qui sont à cet endroit-là, malheureusement. Malheureusement, voilà. Et voilà. Enfin, après voilà, comme je vous ai dit, le crack c'est toujours moins cher. Le cannabis c'est pas trop cher non plus. Enfin, on sait tous, voilà, qu'on peut soit s'acheter un 10 balles, soit s'acheter un 20 balles. Enfin voilà, c'est 20 balles, il y a quoi ? C'est quoi ? C'est un sachet ? C'est un bout de truc ? C'est deux pétards ? C'est un sachet. Je crois qu'il y a combien de pétards à peu près dans 20 balles, tu vas t'en faire 5 ou 6. Donc ça fait donc c'est pas cher quoi. Oui, non mais franchement c'est presque moins, bientôt ça va être moins cher que les clopes. C'est aussi le truc, c'est que par exemple si on légalise, parce qu'il y a aussi ce débat de légaliser par exemple le cannabis, il y aura toujours des trafics parce qu'on va toujours essayer de le vendre moins cher. Oui. Voilà, parce qu'il y aura les taxes. Il y aura pas les taxes, oui. Voilà. Il n'est pas là d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Alain n'est pas d'accord. Parce que la légalisation, on a l'expérience canadienne notamment qui le montre, et américaine qui le montre. Ça n'assèche pas complètement le trafic, ça c'est vrai. Mais globalement, ça le diminue considérablement. Enfin bref, si on parle de ça, là, je vais arrêter. Il y a des gens sur Twitch qui disent que des hypocrites parce que visiblement j'ai l'air de ne pas savoir les prix. Mais alors, pardon pour ceux non, mais pour le coup, c'est vrai. Non, mais je sais, c'est quand même dingue. Mec, t'as 50 balais, tu fais de la radio ou machin truc, tu dis je n'en prends pas. Oh, hypocrite. Mais quel mytho alors. Mais je sais pas, je pense que si je fumais de temps en temps, je le dirais. Je sais pas. Non, je trouve que je suis le mauvais client. Voilà. Bon. Non mais c'est vrai. C'est intéressant. Parce que dès qu'on dit un truc, les gens disent oh là là, il fait genre il connaît pas. Non, il est chiant. Il a aucun vice, il a pas de vie, il est chiant. J'ai testé la semaine dernière un grog à la Chartreuse, en montagne. Folie. Son max. Tu te couches direct après. On va juste un truc. Mehdi Jaziri qui est avec nous, il nous disait que le nouveau fléau maintenant, c'est les copains qui vendent dans les lycées. Oui. C'est pas tellement nouveau en soi, ça fait quand même un petit bout de temps. Moi, c'est-à-dire que c'est plus que le dealer qui est au coin de la rue. C'est ça. À l'époque, parce que pour moi, je viens de citer personnellement, donc je sais aussi comment ça fonctionne, outre mon reportage. C'est vrai que j'ai même des amis d'enfance qui sont encore dedans, et qui sont rentrés dedans quand ils étaient au collège et au lycée. Et en fait, le fléau, c'est quoi ? C'est que forcément, c'est toujours plus simple. On se dit, bon, j'ai le choix entre faire un BTS et pas savoir ce que je vais faire après. Et il y a les grands avec qui j'ai grandi justement du quartier qui me disent bon écoute, tu peux travailler et te faire 100-150 euros la journée. Ouais. Le choix est vite fait. Et puis le fléau derrière, parce qu'on parle de comment est-ce que les gens tombent dedans. Moi je dirais qu'il y a deux raisons. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais là Alain va m'aider là-dessus. Mais pour moi c'est les deux que j'ai identifiés. C'est les copains qui vont vendre à leurs copains parce que forcément ils doivent vendre parce qu'ils ont de la pression là-haut, donc vite, bon toi tu veux essayer, tiens achète-moi, vas-y 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros, c'est plus facile, oui. Ouais, grosse soirée, 50 euros. Et puis l'autre fléau, je sais qu'on est sur une radio musicale, mais je parlerai quand même du rap. Le rap,
met en avant aussi toutes ces pratiques-là. On voit, je donnerai pas de nom parce que voilà, je vais pas attaquer ici des rappeurs, mais il y a des rappeurs qui aujourd'hui mettent en avant le fait de fumer, de vendre, qui montrent ça de manière très cool. Et là, forcément, d'un côté, il y a les jeunes qui se disent génial, je vais faire comme eux, soit je vais vendre. Je connais même une consommer. radio, moi, où ils n'arrivent plus à. Il y a des radios, y compris là où j'ai bossé, où les mecs n'arrivaient plus à demander aux mecs de ne pas fumer. Hein. C'est-à-dire que Ça se voit maintenant dans les vidéos. et ça se voit. Et il a raison, Et puis Miko. à côté, il y a les filles qui trouvent ça stylé de voir le mec, le bad boy qui va vendre ou qui va fumer des joints. Enfin, en fait, on est aussi dans ce cercle vicieux qui est grotesque et c'est un vrai fléau. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait cool. Ça fait comme le rappeur que je vois sur internet. J'ai 14 ans, je vois un rappeur, le mec il est dans un studio de radio, il fait son rap, il a un truc, il y a de la fumée partout. Ça fait cool, ça amène une notion de cool attitude. C'est relativement récent. C'est dangereuse. À notre échelle, est-ce que tu disais que ça faisait longtemps? On est plus âgé que toi, mais on n'est pas non plus de très très vieux. Mais moi, à mon époque, dans mon lycée, il y avait le mec, il y avait un ou deux mecs qui disaient, on les connaissait, et c'était plutôt le truc honteux. On se cachait pour le faire. C'était cool avec ceux qui le faisaient avec toi. Mais il fallait pas que ça se sache parce que pour le coup, fumer un simple pétard, t'étais pour eux, en jeune province, oui, un vrai après, gros ça drogué. dépend aussi des endroits. Enfin, je pense qu'on va pas forcément montrer qu'on fume ou qu'on vend quand on est dans une petite ville où tout le monde se connaît. C'est ça. Quand on est à Paris, là, franchement, on s'en fout. Et puis à Paris, il y a une mentalité beaucoup plus ouverte. T'as raison quand tu dis que c'est ouvert. Enfin, aujourd'hui, maintenant, on en parle de manière libre. Ouais, je fume un pet, tranquillou, même devant le patron, il y en a qui s'en cachent même plus. Dans certaines entreprises, il y en a qui le disent. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça aujourd'hui. J'aime pas le ton dans lequel on en parle là, comme ça, parce que ça me semble beaucoup plus naturel. Finalement, les adultes, ils font comment avec l'alcool ou avec d'autres produits, ils se retrouvent entre eux, c'est cool, la cool attitude aussi. Oui, la c'est seule cool, différence, ça c'est rend cool. la seule différence, c'est quand on a 30 ans, 40 ans, on sait que au fond de soi, boire, machin, c'est pas bien. On le sait. On a plein de copains qui arrêtent de fumer, qui machin. Je pense que quand on a 15 ans, on n'a pas ce discernement. Ça dépend de l'éducation qu'a eu c'est aux parents de faire quelque aussi. Et qu'à un moment donné, on peut. C'est pour ça que je dis c'est un côté mais on cool. se sent invincible, on se sent immortel. Les trajectoires de ceux qui vont le plus mal dans les jeunes adolescents et qui partent en vrille avec ça, ce sont ceux qui sont les plus seuls en général, ou plus en rupture, qu'elle soit une rupture physique réelle ou une rupture avec la famille, etc. et avec eux-mêmes, ce qui est une grande difficulté d'identification par exemple. On connaît bien ça, hein. Plus les jeunes consomment, plus en général c'est un signe de détresse. Donc il faut aussi pouvoir tenir compte de ça. Restez avec nous, dans un instant on finira avec François. Il a appris plein de trucs lui pendant 5 ans. Et il a tout arrêté depuis 12 ans. Il y a du boulot. Fini avec François. François, il a pris différentes drogues pendant plus de 5 ans. Ça va François? Oui, bonsoir à tous. Salut François. Et il a arrêté depuis 12 ans. Bravo François. On serait dans un cercle de discussion, on t'applaudirait. Tu prenais que des trucs durs? Non, en réalité, quand j'ai commencé avec 18 ans, je fumais. Voilà. Moi, je fumais, en réalité, c'était pour évacuer les problèmes familiaux, tu vois. Pour essayer de... en réalité, je fumais pour cacher mes problèmes. Et puis, voilà. Sauf qu'après, on va dire 5 ans après, j'ai connu des personnes qui étaient plus haut et puis que j'ai pris parce que là, ça me permettait de m'évader un petit peu plus. Donc c'était quoi? De combler mes problèmes. Après, j'ai pris cocaïne, héroïne. Ah oui, donc je l'ai sniffé, je l'ai fumé, je l'ai injecté. Ah ouais, tout la totale. L'héroïne, ouais. Comment on en sort? Alors, moi, mon déclic, c'est dans les années 2010. J'étais chez mon père et je vais aux toilettes pour me faire un shoot d'héroïne parce que voilà. Sauf que moi, je croyais que ça faisait 10 minutes que j'étais aux toilettes. Et ça faisait 1 heure. Et mon père, il a pris le tournevis. Il a ouvert la porte. Il m'a découvert avec le garrot au bras. Ton père ne savait pas? Mon père s'en doutait largement. Mais il savait pas que j'en étais au point là, quoi. Ah ouais. Tu as réussi à t'arrêter en étant suivi ou toi-même? Le truc qui s'est passé ce soir-là, c'est que... T'as eu honte, non? J'ai regardé ses yeux. Il brillait, il pleurait. Il a refermé la porte. Et il m'a laissé finir. Moi, j'ai été le voir dans le salon et j'ai dit papa, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Et puis mon père il m'a dit écoute, ce soir tu sors pas, tu restes là avec moi et demain matin on y va. Donc au début j'ai eu une première cure mais que je me suis fait virer au bout de 3 jours parce que j'ai planqué un médicament de substitution. Parce que je voulais à tout prix donc la cure m'a foutu dehors. De là je suis retourné à la cité et puis 2 semaines après j'ai vu mon père, j'ai dit papa je veux pas revoir tes yeux comme ça, s'il te plaît, il faut y aller à fond, mais il faut m'enfermer, carrément. Et puis on m'a enfermé, et puis ça a duré 3 semaines. Enfermé chez toi? Hôpital? Non, enfermé en hôpital. D'accord, oui. Moi je suis la conversation, Jeff. Voilà. Je suis chiant, Jeff.
Le truc qui s'est passé, c'est que j'étais isolé, pas de coup de téléphone, pas de contact avec la famille. Et Avec personne en réalité, c'était un vide total. Avec des souffrances, pas possible. ça, j'imagine. Depuis 12 ans, plus une tentation, quand tu vois quelqu'un, tu passes à côté, tu te dis, tiens, ça sent le... Non. Comme on peut des fois dans la rue, sur la plage, je fais, oh, dis donc, ça sent un petit peu un petit peu le shit. Ah, là, oui, ben, ça, oui, je le sens, ouais. Ben, là, j'ai eu toi, par exemple, il y a 2 mois, un de mes amis qui fume un pétard pour les fêtes, il me dit, tiens, tu veux tirer une taf? Et puis dans ma tête, je me suis dit, mais Pat, ça fait 12 ans, pourquoi tirer une taf? Et puis en plus, maintenant, je fais un métier professionnel de la route. Ah oui. Je vais me faire niquer dans 3 jours avec ça dans le son, quoi. Je te confirme, c'est le bon exemple, là. Et donc, t'as dit non? Non, honnêtement, j'ai plus envie, quoi. Non, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Je lui ai dit, par contre, pendant que tu fumes, moi, je vais m'écarter parce que malgré qu'on fume pas, on le respire. Bon, après, avec des prises, s'il y a un accident quand même mortel, je vais être positif, mais après, avec des prises de sang, on verra que j'ai pas les nanogrammes. Mais donc, je prends pas de risque. Mais moi, le truc que j'ai fait encore plus radical, c'est que le jour de l'anniversaire de mon père, j'ai rencontré ma femme en 2014 et je me suis barré à 1000 km pour ne plus rencontrer les gens que je croisais avant, quoi. Il est pas con, parce que malheureusement, tu t'entoures oui. de gens qui sont avec toi. Je te fais un bisou. Voilà, c'est-à-dire que ces gens, je les voyais tout le temps et tous les jours, ils venaient me voir, ils venaient jusque devant chez mon père. En me disant, tiens, tu veux, puis je craquais. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur des gamins ou des plus jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de partir loin et de quitter l'environnement. Je t'embrasse, François, bon courage, pardon de t'avoir fait attendre. Merci à vous. Et bravo. Non, bravo non, parce que si. J'aurais préféré pas le faire, parce que moi, j'ai beaucoup de pognon dans ma vie. Le principal, c'est la voilà. Salut François, je t'embrasse. À bientôt. Allez, merci à tous. Ciao. Alain Morel, merci Alain. Oui. À bientôt. Un message à dire, un dernier mot? Ah bah non, mais je trouve que c'est un exemple alors vraiment très significatif de ce que j'ai dit tout à l'heure, le rôle de l'entourage, l'intervention la plus précoce possible, elle était pas si précoce. Bravo Alain. Merci. Mehdi, on rajoute quelque chose? Eh ben, je pense que tout a été dit. Mehdi Merci Jaziri. beaucoup déjà de votre invitation et de parler de ces sujets-là parce que c'est important et puis vous avez une audience très jeune et puis il faut Mais en pas parler. que très jeune, hein. On a Oui, la chance d'être numéro 1 en France sur les moins de 65 ans, d'avoir des parents qui nous écoutent, des enfants, d'avoir des entre-deux et certainement au milieu de tous ces gens qui nous écoutent, des gens très bien, des gens adorables, des gens très drôles, mais qui sont confrontés à la drogue, qui sont confrontés peut-être à l'alcool, qui sont confrontés au pétard, qui sont peut-être confrontés à la cocaïne, et peut-être qu'il y en a énormément qui nous écoutent, qui disent non seulement je veux pas y aller, je veux pas que mes enfants tombent dedans, ou moi-même je veux surtout pas y aller et en sortir. Donc je trouvais que c'était bien parce qu'on en a beaucoup parlé et on continuera d'en parler de l'affaire Palmade, mais parler de tout ce qui concernait nos auditeurs, c'était bien de le faire au moins une fois. Eh ben, bravo pour ça. Merci à vous. Écoutez, J'ai bien je vous aimé remercie. aussi. J'ai bien aimé. C'est vrai? Oui. La discussion. On parle pas Non, du mais pétard c'est de vrai. tout à l'heure, hein, Alain, hein. On parle Et pour de... ceux qui veulent s'intéresser un peu plus, il y a Alain, vous avez sorti plusieurs livres aussi, Oui, dont le dernier, Les conduites addictives. voilà. Voilà. Merci. On vous le mettra, on mettra sur Facebook, on mettra tous les liens et tout. Vous êtes gentil. Salut. Non, oui, très, c'est vrai.